Et donc bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foot? Avec quelqu'un qui a marqué ma jeunesse, qui a été une de mes idoles et une de mes icônes footballistiques en Belgique. Il y a pas de mot assez grand en fait. Je suis heureux, je suis honoré, enfin, merci d'être là, Emile. Euh, il y a beaucoup d'émotions qui se partagent là pour le moment parce que il y a le côté enfant qui est fan de toi et que j'ai encore des images de toi dans ce Cassin ou à Schalke ou même en équipe nationale qui sont incroyables. Et donc vraiment du fond du cœur, merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Je sais que tu sélectionnes un peu les médias où tu vas, donc c'est vraiment un très grand honneur de te voir aujourd'hui. Ouais, ça fait toujours plaisir de faire plaisir à un supporter. Parce qu'avant qu'on devienne des stars, il faut qu'on ait des supporters aussi derrière soi. C'est vrai. Et donc, je vais revenir avec toi un peu sur ta carrière, sur ta vision du foot à l'époque et comment ça s'est passé maintenant. Si on va peut-être trouver deux, trois anecdotes, on va se laisser porter un peu. Si Voilà. pour une demi-heure, on va voir un peu ce que ça donne, quoi. Okay. Donc, tu es né en 78, tu as 45 ans. Tu as été formé au RLC Mesvin, Oui. et puis à Courtrai. Et puis, tu as littéralement explosé aux yeux de la Belgique à Moucron, avec ton frère, sous les ordres de Monsieur Lekens. La question que je pose généralement à tous les footballeurs, c'est est-ce que tu te souviens de tes émotions la première fois que tu as signé ton contrat pro? Je me rendais pas compte encore. Parce que quand tu as 16 ans, tu te vois pas être professionnel à cet âge-là. Tout d'abord, pour moi, le football, c'était l'amusement, être avec mes amis. Mais là, passer professionnel, je ne me suis pas rendu compte directement. C'est plus au standard que là, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. D'accord. Et donc oui, donc tu as eu ton explosion à Moucron avec ton frère. Vous avez tous les deux été transférés au standard. Euh, C'était pas la première fois que tu jouais à Stessin, mais c'est la première fois que tu jouais pour Stessin. Est-ce que tu te souviens de ça, des émotions que tu as eues en rentrant justement dans le stade avec le maillot du standard, etc. C'est un poids beaucoup plus lourd que celui de Moucron. On Oui. voyait vraiment que c'était vraiment le club wallon numéro 1 et ils ont toujours essayé de rivaliser avec Bruges, Anderlecht. Et déjà le premier classico que j'ai fait, là, j'avais jamais ressenti ça auparavant avec Moucron. Avec Moucron, c'était magnifique, c'était un peu comme à la maison, c'est 10 000 spectateurs, mais là c'était presque 18 000. Et c'était mon premier classico contre Anderlecht. Et ça, je garde que des bons souvenirs, et surtout les supporters du Standard. Ben, pour moi, c'est le meilleur supporter de Belgique. Et une question que j'ai oublié de te poser, c'est comment est né chez toi l'amour du foot? Bon, moi je t'ai expliqué, c'est en écoutant Marseille sous la couette, les épopées européennes et le premier titre en Ligue des Champions. Et toi, est-ce il y a quelque chose c'est le fait de jouer avec les copains, c'est le fait c'est tes parents qui t'ont transmis ça, Mes parents, non, ils ont toujours choisi, laissé choisir ce qu'on voulait faire dans la vie. Et je pense que c'est en gardant comme vous, hein, Marseille. Hein. Quand Marseille avait joué, quand ils ont gagné contre Milan AC, puis après le Classico Paris Saint-Germain à Marseille, ça m'a fait vraiment aimer le football. Mais pour que ce soit mon métier dans ma vie, non, pas du tout. C'est venu par après. C'est les circonstances qui ont fait que, voilà, si tu es bon, ben, il y a des clubs qui te voient et puis après, tu dois faire un choix dans ta vie. Et puis pour moi c'est une explosion au standard, parce que tu as été un des meilleurs attaquants pour moi sur les 20 dernières années, tu étais un attaquant emblématique du club. Et puis tu es parti à Schalke, où là, c'était la première fois que tu partais sans ton frère. Est-ce que déjà ça a changé quelque chose pour toi dans ta façon d'évoluer dans le football, le fait de ne plus être avec ton frère cette fois-là? Oui, il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. Déjà, partir seul à l'étranger quand vous avez peut-être 18 ans. Et en plus, le plus gros transfert de l'Allemagne. Oui. Ah oui, Donc, à l'époque, oui. oui, il y avait déjà beaucoup d'attentes de ma part, des supporters. Et Marc Wilmots a été là. Oui. Je pense que ça m'a aidé aussi de bien pouvoir m'adapter, surtout aussi apprendre l'allemand. Parce que quand tu es à l'étranger, il faut que tu te fasses comprendre. Donc, il faut que tu apprennes la langue du pays. Et là, je l'ai fait. Et là, ils m'ont directement accepté, les supporters. Et puis, ça a été un peu comme Moucron, on va dire. Ouais. Ils m'ont pris sur
sur leurs épaules. Et puis après, ben, j'ai fait le travail que j'ai su faire comme durant toute ma carrière. Et encore maintenant que j'ai vu une vidéo sur Insta où tu es retourné justement à Schalke et on voit que les supporters là-bas t'ont pas oublié du tout. Non, pas du Et tout. je trouve ça génial, justement, c'est cette image positive que tu as réussi à laisser alors on est 20 ans plus tard. C'est vrai. Ça prouve que ben, les supporters, ils le voient et quand tu te bats, tu portes le maillot et tu te bats pour le maillot, ça se voit, ça se ressent. Et certains supporters, ils te le diront tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils me l'ont dit à chaque fois que je retourne là-bas, en disant que toi, t'es une icône, donc on peut pas t'oublier. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Surtout que tu as laissé quelque chose derrière toi. Ouais, c'est ça, il y a un héritage Mpenza, une image que tu as laissée derrière toi de quelqu'un de combattant et de. Tu prenais plaisir à jouer au foot. Et ça se voyait sur le terrain. Oui, c'est vrai. C'est peut-être le seul moment où je me sentais à l'aise. En dehors du terrain, avec la presse et tout ça, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été mes amis. Mais ça faisait partie du package et il faut accepter comme ça. Mais le plus important, c'est que je me faisais plaisir sur le terrain. Et puis tu reviens une année au Standard, où de nouveau c'est une année incroyable parce que tu finis deuxième meilleur buteur du championnat. Pourquoi entre guillemets ce pas en arrière? Parce que tu venais de faire une saison un peu plus compliquée à Schalke, notamment avec les blessures aussi. Et c'est dans l'optique de te relancer ou bien qu'est-ce qui te fait revenir? De me relancer. Ouais. Moi, je joue beaucoup avec le cœur. Quand un entraîneur ne me veut pas, je préfère mieux partir et laisser ma place à quelqu'un d'autre. Et à cette période-là, avec Schalke, Huub Stevens a été limogé et c'est lui qui m'a fait venir à Schalke. Donc, il y avait un lien très fort avec lui. Le nouveau entraîneur, ça n'allait pas. Et je préférais mieux pas tenir une année avec quelqu'un qui va vous faire que des problèmes. Et au Standard, j'avais Lucien qui était là et il y avait son frère. Oui, et ça a été l'apothéose. Comme tu as dit, 25 buts. Parce que je me sentais bien. Et je joue beaucoup avec ce feeling-là. Avec l'affectif aussi du club et la confiance. Ouais. Et puis tu retournes en Allemagne, à Hambourg. C'est aussi un pari de retourner là-bas, en Allemagne. Est-ce que tu gardes un souvenir de ce club particulier? Hambourg, c'est pas la même chose qu'à Schalke. Refaire la même histoire avec Hambourg que comme j'ai fait à Schalke, ça allait être difficile. Ça, c'est des saisons exceptionnelles qu'on fait. Ouais. On a été vice-champion d'Allemagne à la dernière minute, une seconde. Ça, refaire ça, c'était impossible. Et Hambourg voulait se reconstruire. C'est ça, ouais. Parce qu'ils avaient fait beaucoup de transferts. Il y avait Daniel, il y avait moi, Morera est venu par la suite après. Donc ça a été une saison normale. Là, je peux pas dire que c'était un échec, mais après là, il y a eu beaucoup de problèmes après personnels, le divorce et tout. C'est ça. Donc ça a été encore quelque chose que j'ai dû passer à travers et partir après encore à l'étranger et au Qatar. Ouais. Justement, c'est là aussi que je voulais en venir, c'est que tu as été un peu le précurseur du Qatar, c'est que on parlait pas de ce championnat-là, ou en tout cas en Europe, on savait, si on savait qu'ils jouaient au foot, mais on n'en parlait pas du tout. Comment est-ce que tu te retrouves là-bas? C'est ton agent qui t'amène là-bas? C'est le club là-bas qui te dit, ben, viens chez nous? Ou... C'est tout aux pour avec le divorce et tout. Je voulais m'éloigner le plus loin possible. Pour pouvoir passer ce mauvais moment de ma vie loin et pas avoir trop de stress. Et au Qatar, il n'y avait pas les mêmes intentions qu'à Hambourg. Ouais. Donc j'ai été là, tout en restant toujours professionnel. Parce que grâce au Qatar, j'ai jamais pu aller en Angleterre. Mais avec le Qatar, j'ai été en Angleterre. Ouais. C'est le monde à l'envers. Et est-ce qu'il y avait déjà, comme maintenant, un aspect financier aussi qui a joué dans le... À l'époque, oui. Déjà, même quand on regarde aujourd'hui, il faut juste regarder son portefeuille. Si tu prends 1000 €, à l'époque, ça faisait 40 000 francs belges. Oui, oui. Donc on voit la différence. Hein. Oui, bien sûr. Et puis la vie n'était pas la même à l'époque. Oui, c'est vrai. Et puis, bah, comme tu dis, ça t'a permis de rejoindre l'Angleterre. Et t'as le premier Belge à marquer pour Manchester City. Oui, c'est vrai. On me l'a dit il n'y a pas longtemps et j'avais même pas fait attention à tout ça. Moi, c'est un honneur. C'est vrai que quand je vois qu'il y a beaucoup de Belges maintenant à l'étranger,
Ben, je me suis dit que j'ai fait un bon parcours. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que tu aurais pu faire mieux. Et je dis, mais aujourd'hui, un Belge, je peux aller à Real de Madrid. Mais Oui. à mon époque, on n'aurait même pas regardé le Belge C'est ça, en de fait. Madrid. Non, non, clairement. Donc, déjà aller à Schalke, déjà aller à Manchester City, c'est déjà un grand pas là, il y a 20 ans, il y a 10 ans en arrière. Je pense que les Belges se limitaient aux pays voisins. Donc, tu avais les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, parfois l'Italie. Et c'était tout. Mais c'était tout, ouais, en Ouais. effet. Et moi, j'ai été dans ces clubs-là. Donc, me dire que j'aurais dû aller à Madrid, peut-être si je joue maintenant. Peut-être, avec ta Voilà, vitesse. voilà, Avec ta vitesse et ton sens du but. voilà. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un Belge pourra... Courtois est là. Oui. Donc maintenant, Oui, il faudrait juste avoir un joueur Un jour de champ. de champ. C'est vrai. Et donc, tu as été à Manchester City, c'est l'année avant le rachat Oui. par les Qatarien. Qatariens. Est-ce que tu étais au courant qu'ils allaient racheter ou Pas du Non. tout. Parce que déjà, à l'époque, quand j'arrive, il avait déjà été racheté le club par des... oh. C'était... Indien, des choses comme ça, je pense. Le club avait déjà été racheté Ok. à l'époque. Oui, parce qu'ils les ont fait venir Elano, Oui. il y avait Petrov, Il y avait il y une avait fameuse équipe. Jorart. Donc tu vois, ils avaient déjà investi beaucoup. Et puis après, les Qataris sont venus après. D'accord. Et puis là, tu es redescendu d'une division à Plymouth. Oui. Là, ça fait une saison un peu, pas blanche, mais pas loin, où tu as moins joué. Oui. Et puis, de nouveau, un transfert qui sort un peu de nulle part. Tu te retrouves en Suisse, au FC Sion, où là aussi, tu fais une saison incroyable. Tu finis deuxième meilleur buteur du championnat. Et là, je crois que je me suis dit, cet homme peut réussir n'importe où. Parce que clairement, t'as voyagé, et partout où tu es passé, tu as laissé un petit peu de toi. Mhm. Et je me souviens des supporters de Sion qui t'appréciaient énormément, justement, parce que forcément, un Belge dans un club étranger, comme tu as dit, il n'y en avait pas tant que ça, donc ça faisait, on en parlait dans la presse, etc. Il n'y avait pas Internet comme maintenant. Et je me souviens que les supporters, cette image des supporters qui t'appréciaient vraiment énormément. Bah, j'ai jamais triché sur le terrain, c'est comme tu dis. Surtout Sion, ça me faisait penser un peu le standard. C'est le standard de la Suisse. En plus, le même maillot, rouge et blanc. Donc, non, ça a été vraiment une saison magnifique. Et surtout, l'entraîneur, c'était Didier Tolo, un ancien joueur, un ancien attaquant. Donc, il m'a mis dans des conditions magnifiques. J'ai vraiment fait une belle saison. Je pense que à refaire, je retournerai aussi en Suisse. C'est vrai? Ouais. J'ai aimé déjà la Suisse, c'est un beau pays. Oui. Et j'ai adoré. Peut-être parce que il y a les montagnes. Je me souviens la première année où on a fait un stage. On a fait de la raquette. Oui, les raquettes. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, ici, je vais rester dormir là dans la forêt le soir. On est monté, on a mangé le fromage. Et puis on est redescendu. Ça, je n'oublierai jamais ça. Voilà. Ah, ça fait un peu Rasta Rocket. Oui, voilà. J'imagine très bien cette image-là. Les derniers, c'était les noirs. C'est vrai, hein? Bon. Ah là là. Et puis alors, de nouveau, entre guillemets, le dernier transfert de ta carrière, c'est un transfert improbable, c'est que tu te retrouves en Azerbaïdjan. Je pensais que j'allais avoir plus de propositions et plus d'offres. Après la saison que j'ai eue avec Sion, là, j'ai été étonné. D'accord. Je pensais que j'allais rester en Europe surtout. Oui, c'est ça. Rester en Europe. Et je pense que c'est peut-être par manque de choix du coup, mais c'est un choix qui a surpris, je pense, tout le monde. Mhm. Comment, de nouveau, pareil, c'est comme le Qatar, comment on se retrouve là-bas? La force des choses. Oui, c'est vrai. Regarde, aujourd'hui, pas tout ce que je suis passé. Aujourd'hui, ils le font encore. Oui, c'est vrai. Et pas un joueur. Il y a des Non, paquets. c'est des Hein. bus. Ouais. Voilà. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Surtout que, comme tu avais dit tantôt, quand on parlait, il n'y a plus des petites équipes, il n'y a Non. plus des petits pays. Donc Non. le football, maintenant, il peut se faire dans n'importe quel pays. Le Japon bat l'Allemagne. Oui. Donc tu vois? Oui, il suffit de voir les résultats de ces matchs ces derniers jours, hein, où tu as la Slovaquie qui gagne, tu as l'Azerbaïdjan qui joue pas trop mal, il y a le Luxembourg, bon, à part hier où ils ont pris une fessée contre le Portugal, mais sinon qui se défendaient très bien aussi. Donc non, tu as raison, il n'y a plus de petits pays, de petits clubs. Ouais. Et surtout, j'ai beaucoup de contacts aussi avec Bertrand Casso, Oui. que lui, il est en Thaïlande.
Oui. Il m'a dit, son club, il joue devant 25-30 000 spectateurs. Hein. Oui, mais il y avait eu la Super League indienne aussi à un moment où ils avaient le droit à un joueur européen dans chaque club. Et c'était un truc de malade aussi, Ouais. qui jouait devant 30-40 000 personnes. Et je pense que ça, c'est bien. Je pense qu'il devrait peut-être mettre 5 joueurs pour hausser Pour ces niveaux. le niveau, mais toujours garder 3 titulaires étrangers. Comme ça, ils peuvent toujours laisser aussi leur chance à leurs joueurs du pays. Du pays. Mais oui, il y a des façons de faire et de réfléchir, il y a des réflexions à se faire là-dessus. Hein. Comme ça, on va changer de débat, mais ce qui se passe en Arabie Saoudite pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont choqués de ce qui se passe, des montants d'argent, etc., qui partent là-bas. Et dans une de mes chroniques, je le disais, l'Arabie Saoudite, en montant de transfert, je parle pas des salaires donnés, hein, je parle juste en montant de transfert, ils ont dépensé, c'est 800 millions d'euros. Moins que ce qui se passe en Europe. La première ligue a dépensé 2,7 milliards. Mais on crache sur l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont fait venir des joueurs, qu'ils ont promis des grands salaires, etc. Ok, s'ils peuvent le faire, tant mieux. Mais ils ont quand même gardé les règles de se dire, on peut mettre que X joueurs étrangers sur la feuille de match et on est obligé de jouer quand même avec des gens du pays, etc. Et franchement, je trouve que c'est... Moi, ça ne me choque pas. Moi non plus, je vois pas. Après, il y a des clauses qui me choquent. Genre les clauses de Neymar qui a réclamé sa villa avec ses 25 chambres, ses 8 piscines sur terrain de tennis. Et qu'à chaque fois qu'il fait un post Instagram I love Arabie Saoudite, il touche 500 000. Ça, c'est un peu trop. Voilà. C'est un peu trop. Mais non, Et tu verras, l'Arabie Saoudite, la prochaine Coupe du Monde, ce sera pas la même que tu penses avoir vu. Hein. Ben avant, l'Arabie Saoudite, c'était clairement celui que tu espérais tomber dessus parce que tu savais que tu allais gagner, à peu près. C'est avec quel pays qu'il a entraîné Hervé Renard? L'Algérie? Non. Non, pas l'Algérie. Ben ici, c'est pas l'Arabie Saoudite. C'est possible que ce soit l'Arabie Saoudite. Ils avaient joué contre l'Argentine. Ils ont gagné contre l'Argentine. C'était qui? Ben c'est peut-être bien eux. Tu vois? Je pense que c'est l'Arabie Saoudite, hein, si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'Hervé Renard, c'est encore un coach à part aussi. Hein. J'adore la façon qu'il en est. C'est encore un des rares passionnés, je trouve. Ce que tu dis là, c'est vrai. Hein. Tu vois que il parle avec le cœur. Il parle pas avec un diplôme d'entraîneur. C'est ça. Il parle avec autre chose. Et il y en a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas ce petit feeling-là. C'est important. Parce qu'il a pris que des petits pays et il les a fait grandir. Hein. Oui, partout où il a été, il a fait grandir. Il a laissé des bonnes choses. Hein. Et justement, c'est bien que tu retombes là-dessus. Parce que je suis le premier à critiquer. Il y a énormément d'anciens joueurs qui ont voulu s'improviser entraîneur en se disant je peux le faire, c'est facile, j'ai joué foot donc je connais le foot. Et on voit ces dernières années, il y en a énormément qui se sont cassés les dents là-dessus. Et je pense, par exemple, le dernier qui me vient en tête, c'est Mbailey, qui est un excellent analyste. J'adore sa vision de voir les choses quand il est consultant à la télé, etc. Mais j'ai l'impression que niveau tactique, niveau terrain, il manque quelque chose. Et beaucoup d'anciens joueurs se sont cassés les dents sur ce truc-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que j'aime le football et si jamais je devrais être entraîneur, je prendrais quelqu'un qui a déjà entraîné bien plus que moi avant. Et je suis peut-être le terrain, mais c'est lui qui me montre le chemin à prendre. C'est ça. Il faut avoir de l'humilité. C'est pas parce que j'ai été un bon joueur, un grand attaquant, que je vais être un bon entraîneur. Non, il y a trop de facteurs autour que toi, en tant que joueur, tu ne savais pas que ça c'était important, que celui-là c'était important, que ça c'était important. Toi, tu te bats juste sur le terrain, mais il y a des choses autour. Et ça, c'est avec des anciens qui savent te l'apprendre. Et je pense qu'il y a même des choses, et ça, c'est j'ai appris ça avec Alexandre Teclac, qui est pour moi un des meilleurs consultants francophones en Belgique. Il m'a appris quelque chose, il m'a dit, sur le terrain, ne regarde pas où est le ballon. Quand tu analyses un match, ne regarde pas où est le ballon, regarde tout le reste. Le positionnement des joueurs, la course des joueurs, etc. Tu vas apprendre beaucoup plus sur le football en regardant ce qui se passe ailleurs. Mais quand tu es entraîneur, c'est pas la même chose. Voilà. Et de fait, eh ben, maintenant, en tant que supporter, j'essaye quand même toujours de rester plus ou moins neutre, même si mon cœur va toujours au standard. Mais c'est vrai qu'il y a une autre façon de voir les choses et les courses des joueurs, etc. Et il y a un peu plus de tactique là-dedans. Que peut-être justement
quand tu es joueur, tu ne vois pas ça, ce qui se passe sur le côté, ce qui se passe derrière, etc. C'est ça qui est bien justement d'avoir quelqu'un dans les tribunes et de revoir après les images en interne pendant la semaine et voir justement les courses des joueurs, pourquoi cette course-là n'est pas bien faite comparée à des autres courses qui les fait bien. Et justement, c'est le sujet que je voulais parler maintenant, c'est l'évolution du football. Donc, bah forcément, à ton époque, il n'y avait pas tout ce qui était médias, tout ce qui était conférences vidéo, où vous passiez des heures à analyser les matchs ou des trucs comme ça. Je suppose qu'il n'y avait pas les datas. On en a parlé juste avant tous les deux. Pour moi, c'est quelque chose qui pollue le foot maintenant. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça... Allez, en quoi est-ce que ça a du bon et en quoi est-ce que c'est moins bon pour toi, justement, cette évolution technologique du foot? Bon, ça peut être bon, comme tu as dit, dans les courses. Ça peut aider à savoir les courses. Et surtout aussi à voir si les efforts sont faits au bon moment ou pas au bon moment. C'est ça. Par exemple, on regardait à la Coupe du Monde, je ne sais plus à quelle Coupe du Monde, on voyait les équipes qui faisaient beaucoup de courses en récupération. C'était souvent ceux qui gagnaient. C'est ça. Tandis que ceux qui sont toujours derrière le ballon et attendent derrière soi, c'est souvent les équipes qui prennent plus de buts et les équipes qui n'arrivent pas à aller au-dessus des autres équipes. Et c'est là justement que ça peut aider aux joueurs en disant, voilà, le pressing est important aujourd'hui. Oui. Des fois, tu as 3 joueurs comme au Paris Saint-Germain qui ne faisaient pas le pressing. Et ça fait 3 joueurs en moins, donc ça veut dire que ton milieu de terrain doit être costaud, doit savoir courir et gérer les efforts des 3 autres joueurs qui ne le font pas. Qui ne le font pas, ouais. Et les datas, ça peut aussi voir où tu te sens physiquement. Les blessures sont beaucoup moins qu'avant aujourd'hui. C'est grâce à toutes les technologies qu'on a. Oui, donc il faut regarder d'un bon sens aussi cette technologie, mais aussi, pas oublier que le football, c'est aussi sans cette technologie-là. Donc ça s'adapter entre les deux, entre la technologie et le football du passé. Ouais, le problème c'est que la technologie pour le moment prend un peu trop le dessus justement. Ce qu'on se disait que c'est fini les joueurs type renard de surface, on se concentre beaucoup plus sur il faut faire 10 km de course par match. Tant pis si on t'a pas vu, mais t'as fait tes 10 km, c'est bien, t'es dans les chiffres. Des choses comme ça, et je trouve que ça dénature vraiment beaucoup le football. Oui, parce que je pense que moi, si on avait cette data à mon époque, on allait me voir faire peut-être 8 km, mais je t'aurais fait 30 courses, 30 spins, 30 spins. Il n'y en a pas beaucoup qui font 30 spins. Non, c'est vrai. C'est énorme, hein, 30 spins. Donc c'est normal que je ne fais pas 15, 20 km. Parce que moi, c'est juste par à-coup. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qu'un attaquant doit faire. C'est des à-coups, c'est des accélérations, des freins, des accélérations, que courir toujours au même tempo. Au même tempo, tu ne vas jamais passer ton défenseur. Non. Il va juste se placer en bonne position et attendre que tu fasses les mêmes gestes. Et ça, c'est important à l'entraîneur à voir qu'est-ce qui est mieux pour chaque poste. Ouais. Pour chaque poste. On va parler un petit peu de ta carrière internationale aussi. 57 sélections, 19 buts. C'est déjà un beau palmarès. Est-ce que c'était une fierté pour toi de représenter la Belgique? Oui, une grosse fierté. C'était magnifique la première fois que j'étais avec mon frère. Tout ça, j'ai vraiment aimé. Et c'est encore les 15 qui nous a aussi donné cette chance-là. Parce que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas si j'aurais été vite en équipe nationale, mais j'aurais été un jour ou l'autre, mais c'est vraiment une grosse fierté. Et c'est dommage qu'il y a eu toutes ces blessures-là. Oui. Si il y avait, comme tu dis, la technologie et tout ça, et que j'avais pas été autant blessé, je pense que j'aurais pu atteindre les 100. Est-ce que il y a 2 grandes compétitions qui ont pu marquer ta carrière. Il y a eu l'Euro en Belgique, qui s'est pas très bien passé, on va dire, pour les Belges. Ou en tout cas, on pouvait en tout cas espérer plus. Et il y a la Coupe du Monde 2002 où tu es parti. Oui, l'essai. Est-ce que quel est le plus gros regret des 2 pour toi? Est-ce que t'aurais préféré passer les poules à l'Euro ou être pris pour la Coupe du Monde? Passer les poules. Ouais. Parce que c'est la maison. C'est à la maison, oui. Tout le monde nous attendait, surtout on gagne le match d'ouverture. Oui. Tu dis que tu gagnes un match, tu fais un match nul après, tu peux passer deuxième de mais c'est un coup de malchance. Enfin, c'est un mauvais sort. C'est vrai. Et surtout, c'est dommage qu'on avait pris les buts de cette façon. Ouais. C'est ça qui est dommage. Ouais, il y a
bon, à mon avis, le public, il y en a qui se souviennent pas, mais il y a l'erreur de Philippe de Wilde contre la Suède. C'est le gardien, la personne le plus professionnel que j'ai vu. Et c'est dommage que ça arrive C'est sur lui, toi. sur lui. C'est dommage. Oui. Est-ce que tu as un souvenir comme ça particulier, un truc qui t'a marqué en équipe nationale, vraiment le truc que tu t'es dit, ce moment-là, je veux le garder dans ma tête pour toute ma vie? Oui. C'est mon dernier but sur l'équipe nationale contre la Turquie. Ouais. Et j'avais marqué 2 buts ce jour-là. C'était à ce moment-là qu'il y avait la nouvelle génération. Ouais. Hazard était sur le banc, il y avait Fellaini, il y en avait beaucoup qui étaient là. Hein. Beaucoup. Ouais. Un espèce de passage de flambeau. Oui, c'est ça. Ouais. Et maintenant, si je prends toute ta carrière en club, est-ce que tu as un moment, un instant que tu sors plus haut que les autres? Que je sors, que je suis au-dessus du C'est lot. ça, ce moment-là, ce moment, il va rester toute ta vie dans ta tête et c'est le meilleur moment de ta carrière. Le 1-4 en Anderlecht. Forcément. Ah oui. Ça. Là, je volais sur le terrain. Je volais sur le terrain. Là, c'est un match où je me suis dit, waouh. Ça, ouais. Mais surtout, c'était une époque où on n'avait pas forcément l'habitude de voir le Standard dominer comme ça contre Anderlecht. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas qui a été champion cette année-là, mais on avait fait un très bon championnat. Morera, Dragutinovic. C'était une équipe, vous aviez une équipe incroyable. Ouais. Et oui, si, il y a pas d'autre mot, c'est le genre d'équipe qui te fait aimer le football parce que vous calculiez pas sur le terrain. Il y en a un qui se trompe, bah tant pis, on va pas l'engueuler, on va faire le boulot à sa place et puis c'est tout. Et vous aviez une mentalité de combattant incroyable. Voilà Ziak. Voilà Ziak, mon Dieu. Ouais. Ah, ça va pas nous rajeunir ça. Non. C'est comme tu dis, c'était un groupe de copains. Vraiment, on était soudés. Et des fois, hein, c'est bizarre, mais tu changes de pays. Des fois, tu ne trouves pas ça dans d'autres clubs. Hein. Ce groupe-là, cette harmonie. Non. À Schalke, c'était, tu venais pointer, tu travailles, Okay. tu rentres à la maison. C'était bizarre. À Manchester City, pardon. À Manchester City. En Angleterre, c'est totalement une autre mentalité. Ouais. Totalement. Et mais je pense qu'il y a eu un peu de ça. Tu parlais d'Hazard, il y a un truc qui me revient avec lui. Je pense qu'il a perdu de sa superbe en allant au Real de Madrid. À partir du moment où on lui a demandé de travailler sur le terrain. Là, tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand il était à Chelsea, on le mettait sur le terrain, on lui disait fais ce que tu veux, amuse-toi. Et c'est là qu'il a été le meilleur. Quand il arrive au Real, bon, il a eu les blessures qui ont joué contre lui. Il y a eu Ancelotti qui ne faisait pas forcément confiance. Mais il a perdu son amour du foot. Son côté joueur. À partir du moment où tu lui imposais des courses, tu lui imposais un poste où tu lui imposais de défendre, eh ben, il perdait ce côté joueur vraiment sur le terrain. Surtout, c'est dommage, parce qu'avec les talents qu'il a, si tu dois te sacrifier pour l'équipe te le redonne à la fin. Et avec les qualités qu'il a, il aurait pu vraiment soulever l'équipe de Madrid. Je pense aussi c'est ce qu'a dit Samuel Eto'o. Il l'avait dit dans une émission de télévision en disant, j'ai dit à Hazard, s'il ne s'entraîne pas, tu vas jamais pouvoir tenir le football sans pouvoir t'entraîner. Il avait dit ça à Ronaldinho aussi. Oui. C'est vrai. Aujourd'hui, un joueur ne peut pas jouer le football sans s'entraîner. Ça n'arrive pas. Aujourd'hui, il joue tous les 3 matchs, tous les 3 jours. Donc, oui, complètement, oui. Physiquement, tu ne sais pas. Oui. Donc, déjà là, ça ne te donne pas des entraînements. Mais si tu ne joues pas tous les 3 jours, là, tu as un problème. Mais est-ce que tu penses pas que si justement, ces personnalités-là, comme Hazard, comme Ronaldinho, si tu les forces à travailler, ils vont perdre de leur génie et de leur capacité à changer le match, à être un game changer, justement, Tu peux les changer. Son football, tu ne dois pas le changer, mais juste changer sa mentalité. Ouais, c'est vrai.
Ça, il faut qu'il le veuille aussi. Mhm. Tout le monde ne veut pas changer. Hein. Le football se joue à 11, pas avec un seul joueur. Oui, complètement. Bah, on l'a vu avec Paris l'an dernier, justement, avec le trio Messi, Neymar, Mbappé, qui s'entendaient pas forcément sur le terrain. Est-ce que je pense que tu demandes avec 10 entraîneurs, dans les 10 entraîneurs, il y en a peut-être un qui dit, moi, je veux bien ces 3 joueurs-là. Et les autres, ils vont dire, moi, j'en veux qu'un. Oui. Moi, j'en veux 2, mais je veux pas les 3. Mais ça, je fais partie de ceux qui disaient dès le départ que ça ne pouvait pas marcher. Déjà, parce que le PSG, au départ, avait dit à Mbappé, on te signe, on veut faire de toi la star du club. Et puis après, il y a Neymar qui arrive, et puis après, il y a Messi qui arrive. Donc déjà, tu faisais un problème sur Mbappé. Parce qu'il s'était plus la star. Donc déjà, tu avais un problème d'ego à ce niveau-là. Et le problème, c'est que ils ont tous trop envie d'être le joueur qui va faire tourner le match. Donc tu veux pas les faire jouer ensemble. Si Messi, Neymar, il l'avait fait au Barça, à la limite, ça peut passer. Mais Mbappé et Messi, ils ont des trop gros égos tous les deux. Ça ne pouvait pas marcher. Ça prouve que le football n'est pas fait pour être avec 11 stars. Oui. Et ça, il y a un film avec ça. Hein. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du foot sur le terrain, s'ils sont pas capables de s'entendre entre eux, ça marchera jamais. Tu peux rien faire. Et regarde, maintenant Messi qui est à Miami. T'as vu la saison qu'il fait? Il fait le meilleur début de saison depuis longtemps. Or que c'est le même joueur. Oui. Mais il n'est pas avec des stars. Oui. Il n'est pas avec des stars. J'ai un avis assez tranché sur le championnat de MLS qui fait que ils ont un peu tendance à le regarder jouer aussi au niveau défensif. C'est que quand Messi commence à dribbler, il y a très peu de défenseurs qui vont les mettre le pied. Voilà, c'est juste mon opinion, mais c'est l'impression que j'ai. Hervé Renard avait dit ça. Hein. Oui. Ben oui. Je vais prendre un selfie avec lui. Oui, c'est ça. Et je pense, il y a un peu de ça qui se passe là-bas. Mais bon, ça n'empêche. C'est quand même un grand joueur. Hein. Ça n'empêche rien au coup de patte qu'il a et au génie. J'en connais qui vont jouer le dimanche, même que tu joues contre des joueurs qui n'ont pas le niveau. Tu fais pas pas des espoirs. Tu comprends? On est complètement d'accord. Voilà. Alors, j'ai un de ceux qui regarde mes vidéos qui m'a posé une question pour toi. Maintenant, avec le recul et vos carrières, qui était le meilleur entre toi et ton frère? Il faut lui poser la question. J'ai une fameuse façon de doter en touche, tiens, ça. Bon ben voilà, il y a plus qu'à prendre rendez-vous avec ton frère, du coup, pour que je lui demande aussi. Si je lui demande, je te donnerai ce numéro. Oui, avec plaisir. Il va le faire aussi à mon frère, il va le faire. Avec plaisir. Il est quelqu'un de bien, mon frère est quelqu'un de bien. Et justement, est-ce que c'est important pour toi les valeurs familiales? Oui. C'est la base. Hein. Mm-hmm. Si tu n'as pas une bonne fondation, ta maison, elle tombe. Hein. C'est vrai. Oh. Et malgré la distance qui s'est mise, parce que vous avez joué chacun dans un club différent, etc., vous êtes toujours resté proche avec ton frère? Toujours. Toujours en contact, au téléphone, je demande toujours des avis, il me donne toujours son jugement. C'est vrai. Est-ce que maintenant, tu aurais l'occasion de rebosser avec lui, que ce soit dans un club, que ce soit, je sais pas moi, comme c'est dommage ce qui s'est passé avec mon frère. Dommage. Enzo, j'ai adoré travailler avec Enzo. Je crois que globalement, tout le projet Moucron, c'est dommage ce qui s'est passé. Il fallait qu'à un moment donné que ça explose. Oui. Parce qu'ils ont toujours tiré, et à un moment donné, il faut pas exagérer. C'est comme ça. À chaque fois, ils sont tombés sur quelqu'un qui a fait plonger le club un peu plus. Plus. Et je dis à beaucoup de gens, De Trémery, il est parti avec lui. Le club est parti avec De Trémery dans sa tombe. Oui, c'est vrai. Et il y a un sujet que j'aime bien aborder aussi, c'est le sujet vie privée. Mm-hmm. Parce que quand on est supporter de foot, on pense pas forcément à ça. On voit le joueur sur le terrain. Ok, c'est facile en fait d'être joueur de foot. Tu fais ta passion, tu t'amuses, tu t'entraînes la journée, tu rentres le soir, tu as de l'argent, tu as des belles voitures, des belles filles, des machins. Mais en fait, non, le foot c'est pas que ça, c'est beaucoup de sacrifices aussi quand même. Ouais, beaucoup de sacrifices. Et on parle pas des sacrifices, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont tenir le coup avec les sacrifices qu'il faut faire dans le foot. C'est ça qui est plus difficile. C'est ça, et surtout avoir une grande mentalité. Parce que le travail, tu fais toujours la même chose au travail. Le football, c'est pas toujours la même chose. Tu as toujours des autres joueurs qui sont peut-être
mieux que ceux que tu as rencontrés le week-end d'avant. Donc, à chaque fois, tu dois te remettre en question sur le match, sur le match, sur le match. Et ça, il faut faire toute la saison. Hein. Ouais. Toute la saison. Si tu es mauvais 1 ou 2 matchs, les supporters, ils vont te le dire. Donc, tu ne peux pas être mauvais 10 matchs. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Tu peux pas être mauvais 10 matchs. Est-ce que tu crois que justement, tu aurais fait un autre métier que le foot? Ta vie privée aurait pris des tournures différentes? Oui, oui, c'est sûrement, oui. Moi, j'ai voulu être pharmacien comme mon père. Ouais. Ouais. Et peut-être que j'aurais été pharmacien, je sais pas. Ouais. Ouais, j'aurais quand même joué au football. Peut-être avec des amis et tout ça, mais je serais resté dans le football aussi, même si j'avais un autre métier. Et on en parlait juste avant, tu restes quelqu'un de très passionné par le foot. T'as quand même encore un œil assez vif sur ce qui se passe dans le football. Tu suis encore ça beaucoup? Oui, 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 j'aime bien. Peut-être moins agressivement comme toi, mais je suis encore, je suis encore. Quand il y a un match que je trouve intéressant, je vais le regarder. Et puis, je vais faire mon analyse tout seul. Ça te plairait de travailler justement dans les journaux, que ce soit en radio ou en télé, justement, de faire un truc d'analyse comme ça? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On m'avait demandé à Bruxelles. Oh. On m'avait demandé ça à Bruxelles. Oui. Ben, pourquoi pas, oui. Peut-être faire 2-3 matchs comme ça. Oui. C'est toujours bien d'avoir la vie d'un autre. Ouais, je trouve Comme aussi. ça, avec la vie de l'autre, peut-être que tu vois des choses que lui, il t'a montré que tu n'avais pas vues. Voilà. Et puis après, ça t'aide à mieux améliorer ton point de vue. Et il y a un truc, ça se faisait moins à l'époque, j'ai l'impression, c'est la préparation de l'après-football. Bon, déjà, il n'y avait pas les sommes d'argent qu'il y a maintenant, donc il fallait forcément réfléchir autrement. Et puis, comment toi tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu y pensais pendant ta carrière à dire qu'est-ce que je vais faire une fois que le foot sera fini? Ou bien c'est un peu tombé dessus comme ça, bon, et maintenant qu'est-ce que je fais? Non, j'y pensais. Mais maintenant, Mais tu as passé tes diplômes d'entraîneur déjà. c'est encore pas facile, même que tu passes tes diplômes d'entraîneur. C'est un monde un peu spécial. Hein. Joueur, tu es bon, on te fait jouer. Ouais. Mais entraîneur, c'est encore un monde spécial. Et ça, c'est quelque chose que j'ai été déçu. Mais D'accord. ça fait partie aujourd'hui du marché du football. Il faut admettre que c'est comme ça dans ce monde maintenant. Et c'est pour ça que je préfère mieux faire quelque chose dans le foot, mais plus entraîneur. D'accord. Ouais. Et là, j'ai lu dans un site qui est paru ce week-end que tu allais te lancer dans la nutrition, c'est ça? C'est ça, oui. C'est donner justement des produits aux joueurs de foot pour tout ce qui est blessure et tout ce qui est prévention. Okay. Et surtout, c'est que ce produit-là, on fait des tests médicaux. Okay. Donc, on prend par exemple 5 joueurs qui prennent le produit et 5 joueurs qui ne prennent pas le produit. Après, oui, ils voient la différence. C'est ça. Ok. C'est pas juste du blablabla avec la bouche. Mais donc, tu restes encore une fois dans le football et autour du foot. C'est ça, ouais. Je préfère ça que le diplôme. Parce que toi-même, tu avais dit, hein, tu as dit quelque chose que j'aimais bien, c'est que des fois, il y a des joueurs qui pensent qu'ils sont mieux que d'autres en tant qu'entraîneur. Oui. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est ça que je n'aime pas. C'est pas le diplôme qui te fait qui te fait devenir entraîneur. Non, et c'est valable pour tous les métiers. Hein. C'est pas parce que tu as un diplôme que tu seras meilleur que l'autre. Ouais. On est complètement d'accord. Ouais. Et des fois, je préfère mieux aller, par exemple, voir des entraîneurs P2, P3, P4, parce qu'ils ont encore une autre vision. Et des fois, leur vision, elle est meilleure que la nôtre. Il faut jamais dénigrer les gens qui sont dans un niveau inférieur. C'est souvent le niveau inférieur qui va t'aider à grandir. Ouais, c'est Tandis que si tu es déjà dans les paillettes, tu penses que tu as déjà tout réussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai. J'ai encore 2-3 questions et puis on pourra arrêter là, je pense. Est-ce que tu as un regret dans ta carrière? Un transfert qui ne s'est pas fait? Une personne avec qui tu t'es embrouillé? Ou c'est pas quelque chose, vraiment quelque chose que tu regrettes? Je regrette plus qu'à l'époque, quand je me blessais, j'allais chez Liven Mascal. Et lui, c'était déjà un ostéopathe qui avait la vision de 20 ans avant les autres. Ok. Et aujourd'hui, tout ce qu'il disait, ça se passe maintenant. Et c'est ça qui m'a énervé le plus, c'est que les clubs où j'étais n'ont pas pris conscience de comment je vais m'entraîner et comment lui disait que je vais m'entraîner. C'est juste ça. Je n'aurais pas eu les blessures que j'avais, pas du tout, pas du tout. À chaque fois que j'allais m'entraîner chez Liven, je revenais plus fort.
Oui. aux entraînements. Beaucoup plus fort. Il y a juste ce regret-là, que les clubs n'avaient pas confiance aux ostéopathes. Et si tu avais pu choisir, toi, ton transfert, le club où toi tu veux aller, t'aurais été où? Arsenal, Arsenal? Pour jouer avec Thierry? Oui. Ou bien parce que c'est Arsenal? Thierry. Et Wenger est venu à la maison en plus. Ça, c'est ce que j'allais te demander justement parce que je l'ai lu ce week-end. Il s'est passé quoi? Mon père ne voulait pas que je parte sans mon frère. D'accord. Et Arsène était venu pour moi, ouais, à Moucron. Oui, donc c'est avant le standard. Ouais. Je rentrais après un match, et puis on avait gagné, j'ai été dire bonjour à mes parents, puis on a été boire un verre avec des amis, et c'est comme ça que j'avais vu Wenger. Ça me restera toujours aggravé, ce moment-là. Surtout que c'était un père de famille, c'était un Wassège, Ouais. mais à un niveau au-dessus. Ouais, bah, un peu oui. comme Ferguson aussi avait cette mentalité-là de protéger ses joueurs et de les emmener le plus haut possible. Surtout que c'était beaucoup de Français. Oui. Donc j'aurais pu jamais être déstabilisé par la langue. Ouais. Ils étaient là pour justement comme ce qu'a fait Marc Wilmots, on va dire. Et on sent dans ta façon de parler justement que tu tiens Marc Wilmots en très haute estime. C'est parce qu'il t'a aidé dans ta carrière aussi, parce qu'il était à côté de toi en tant que joueur. Mais tu gardes encore contact avec lui ou bien ça s'est arrêté au fil du temps? Non, si on se voit, on se dit toujours bonjour. Et quand il y a des matchs avec Charles, souvent on est là ensemble. Donc on est toujours des amis en dehors et avec le foot. Parce que j'ai une vision assez brutale de Marc Wilmots. En tant que joueur, je l'adorais. En tant que coach, moins. Je trouvais que c'est un extraordinaire rassembleur de personnes. Ce qu'il a fait avec la Belgique, c'est ça en fait. C'est qu'il a créé un groupe extraordinaire. Et je le trouve moins bon au niveau tactique. Dans le sens où on a pu voir certains matchs où il mettait les noms sur la feuille de match et puis bah on verra ce que ça donne. Et puis si ça va pas, je ferai monter Fellaini ou des choses comme ça. Donc j'étais très critique sur sa façon d'être entraîneur et tacticien. Et ce qui rejoint un peu ce que je disais sur les anciens joueurs qui deviennent entraîneurs, c'est que ils n'ont pas toujours l'œil d'un vrai entraîneur entre guillemets. Je parle pas avec les diplômes, mais l'œil un peu plus expérimenté, un peu plus reculé justement. Comme j'ai dit, il faut être humble dans le monde du football. Ouais. Peut-être que, comme j'avais dit, s'il avait quelqu'un qui a plus d'expérience et qui n'a pas besoin d'avoir un nom, ouais. Que là, à ce moment-là, c'est pour ça que le banc aujourd'hui est important, ton staff est important. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que tes yeux qui comptent, il y a aussi tes yeux de tes adjoints. C'est comme je disais, toi tu peux avoir, une vision sur un certain match que moi je n'ai pas, que toi tu as. Oui, et puis après, on met les deux ensemble, on essaie de sortir le meilleur de la vision qu'on a vue tous les deux. Et c'est la même chose avec un adjoint, je trouve. Alors, en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Franchement, ça pourrait durer des heures parce que c'est gai de parler avec toi en plus parce que t'as envie, on sent que tu as envie de parler aussi, donc c'est vraiment gai. Merci énormément pour ce plaisir. Merci à toi. On se retrouve très vite pour un autre épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine.